Dans l'ombre de la richesse, les larmes d'un garçon sourd renfermaient un secret que personne ne pouvait entendre. Lorsque la fille de la gouvernante signa les mots « Personne ne s'est donné la peine d'apprendre », la façade parfaite du domaine du bois commença à se fissurer. Mais personne n'aurait imaginé ce qui allait suivre. Où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires bouleversantes qui vous laisseront sans voix. Le son des sanglots résonnait sur la pelouse impeccable du domaine du bois, bien que, ironiquement, celui qui pleurait ne puisse l'entendre lui-même. Olivier Dubois, 6 ans, fils sourd du magnate de la technologie français Richard Dubois, pleurait sous la table du jardin depuis près de 2 heures. Le personnel avait tout essayé, jouets, glaces, même l'iPad qui calmait habituellement ses crises. Rien n'y faisait. Quelqu'un appelle Monsieur Dubois. Madame Petit, la gouvernante en chef, murmura avec urgence dans son casque. Le garçon ne s'arrête pas, et la réception dans le jardin commence dans 3 heures. Richard Dubois était à Tokyo, finalisant une fusion de 23 milliards d'euros. Sa nouvelle épouse, Véronica, se reposait à l'étage, un compressé froid sur les yeux, avec l'instruction stricte de ne pas être dérangée. La 3e Madame Dubois avait clairement fait savoir que ses instincts maternels se limitaient à ses publications sur Instagram, où elle se présentait comme la belle-mère parfaite à ses 7 millions d'abonnés. « J'ai tout essayé, la nounou », s'exclama Mademoiselle Thomas avec exaspération en sortant de sous la table. Son uniforme immaculé était maintenant taché d'herbe, et sa patience avait été plus mince que les serviettes importées pour l'événement de ce soir. Il ne me regarde même pas. Ce que personne ne remarqua, c'est que Lucie Dupont, 8 ans, observait depuis l'entrée de la cuisine. Sa mère, Elena, travaillait comme femme de ménage au domaine depuis seulement 3 semaines. C'était les vacances d'été. Et n'ayant personne pour garder Lucie, Elena avait, à contre-cœur, amené sa fille au travail, avec l'instruction stricte de rester invisible. « Avez-vous essayé de lui demander ce qui ne va pas ?» intervint soudain Lucie, sa voix petite mais claire dans le chaos du jardin. Madame Petit se retourna, surprise par la présence de l'enfant. « Il est sourd, ma chérie. Il ne peut pas nous entendre. » Lucie s'avança, ses baskets usées contrastant fortement avec la pelouse parfaitement entretenue. « Je sais, mais lui avez-vous demandé dans sa langue? » Le personnel échangea des regards confus. Malgré la condition d'Olivier, personne dans le domaine ne s'était donné la peine d'apprendre plus que quelques signes basiques. Son père engageait des orthophonistes et spécialistes, mais il était rarement à la maison pour communiquer avec son fils lui-même. Véronica avait déclaré que la langue des signes était trop compliquée après une seule leçon à moitié appliquée. Lucie s'avança lentement vers la table du jardin, s'agenouilla et croisa le regard d'Olivier. Puis, à la stupéfaction de tous, ses mains commencèrent à bouger avec fluidité et délibération. « Où a-t-elle appris ça ?» murmura Mademoiselle Thomas. Elena, désormais debout, nerveuse à la porte de la cuisine, répondit doucement. « Son cousin est sourd. Ils sont très proches. » Sous la table, les sanglots d'Olivier diminuèrent progressivement, tandis qu'il regardait les mains de Lucie. Ses yeux rougis s'agrandirent de reconnaissance, la première véritable connexion humaine qu'il avait eue dans cette maison depuis des mois. Il signa timidement en retour, ses petits doigts tremblants. Le visage de Lucie changea soudainement. L'innocence laissa place à autre chose. D'abord la préoccupation, puis l'alarme. « Que dit-il ?» demanda Madame Petit. Lucie continua de signer, confirmant ce qu'Olivier lui avait raconté. Elle lui posa des questions et, à chaque réponse, son jeune visage se faisait plus inquiet. Enfin, elle se tourna vers le personnel attendant. Il dit, Lucie fit une pause incertaine. Il dit que sa belle-mère l'a entendu.
Le jardin tomba silencieux. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. « C'est ridicule », répondit automatiquement Mademoiselle Thomas. « Madame Dubois ne ferait jamais ça. Il dit qu'elle le pince quand personne ne regarde », continua Lucie. « Et hier soir… » Lucie peina à formuler les mots. Elle l'a enfermé dans le placard sombre parce qu'il avait renversé son parfum spécial. La main de Madame Petit se porta à sa bouche. Le pauvre Petit a une imagination débordante. Madame Dubois est juste stricte sur certaines choses. Mais Lucie n'avait pas fini. Il dit qu'elle lui dit que son papa ne veut plus de lui. C'est pour ça qu'il est toujours absent. Et elle dit, murmura Lucie, que bientôt Olivier sera envoyé loin pour de bon. Mais ce qui arriva ensuite allait tout changer au domaine Dubois. Cela allait répercuter dans leur vie comme une pierre jetée dans l'eau calme, atteignant même le distrait Richard Dubois dans son penthouse de Tokyo. Et tout avait commencé avec les larmes d'un enfant, les mains d'un autre, et un secret enfin révélé. Vous pourriez vous demander, comment personne n'avait-il remarqué les signes avant? Parfois, les cris les plus forts sont ceux que nous ne pouvons pas entendre. Et parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles que nous devrions craindre. Mais ne vous inquiétez pas, la justice trouve toujours sa voie, même dans les coins les plus silencieux d'un domaine rempli de secrets. « Absolument pas », déclara Madame Petit, son visage d'ordinaire composé maintenant rouge de l'indignation. « Je travaille pour les Dubois depuis 15 ans, et je ne tolérerai pas de telles accusations venant d'une enfant qui connaît à peine la famille. » Mais Lucie resta ferme, ses petites mains continuant de rassurer Olivier par des signes. Le garçon est sorti de sous la table et s'accroche maintenant à la manche de Lucie comme à une bouée de sauvetage. « Je ne fais que vous dire ce qu'il a dit », répondit Lucie avec une sagesse bien au-delà de ses 8 ans. « N'est-ce pas étrange que personne parmi vous ne puisse lui parler? Que personne n'ait jamais appris comment faire? » Mademoiselle Thomas se tortilla mal à l'aise. Elle avait demandé 2 fois une formation en langue des signes dans son contrat, seulement pour se voir refusée par le gestionnaire du domaine, jugé inutile. « Nous devrions appeler Monsieur Dubois », suggéra Jean-Claude le jardinier qui s'était approché pour comprendre le remue-ménage. « Et lui dire quoi ?» souffla Madame Petit. « Que sa femme est accusée de… » Elle baissa la voix en jetant un coup d'œil aux enfants, maltraitant Olivier à partir des signes d'une fille de femme de ménage. Il nous licenciera tous. Helena s'avança, plaçant ses mains protectrices sur les épaules de Lucie. « Ma fille ne ment pas, Madame Petit. Si Olivier lui dit ces choses, c'est qu'il y a du vrai. » La tension crépitait dans l'air comme l'orage d'été approchant à l'horizon. Le personnel était divisé, ceux loyaux à leur salaire et ceux troublés par ce qu'ils venèrent d'apprendre. Pendant que les adultes débattaient, Lucie poursuivit sa conversation silencieuse avec Olivier. Les mains du garçon bougeaient frénétiquement, lui racontant encore plus. Les nuits où il pleurait seul pour s'endormir, les fois où Véronica avait accidentellement marché sur ses jouets préférés. La manière dont elle lui souriait doucement en public, mais se transformait derrière les portes closes. « Il faut leur montrer », annonça soudain Lucie au groupe. « Leur montrer quoi ?» demanda Madame Petit, épuisée. Lucie signa à Olivier, qui hésita, puis releva lentement sa manche. Un souffle collectif s'éleva du personnel. 5 ecchymoses distinctes, clairement des empreintes de doigts, marquaient son bras pâle. « Cela pourrait venir de n'importe quoi », dit faiblement Mademoiselle Thomas, le visage blême. « Les garçons se font des bleus tout le temps. » Noliva signa à nouveau à Lucie, qui traduisit. « Il dit qu'elle a fait ça hier, parce qu'il ne voulait pas sourire pour sa photo Instagram. » L'épreuve devenait de plus en plus difficile à ignorer. Et alors que la réalité de la situation s'imposait au personnel, un dilemme moral se dessinait.
Des années de loyauté envers le nom Dubois se heurtaient à la vérité indéniable, révélée par un enfant incapable de parler, mais dont le corps racontait une histoire que sa voix ne pouvait exprimer. « Que allons-nous faire ?» murmura Helena, la nouvelle employée la plus vulnérable, consciente que son emploi était en jeu. Avant que quiconque puisse répondre, les portes du jardin s'ouvrirent brusquement. Véronica Dubois apparut, vision en lin blanc, sa gueule de bois dissimulée derrière de grandes lunettes de soleil et un maquillage soigneusement appliqué. « Pourquoi tout le monde est-il rassemblé ici ?» demanda-t-elle, sa voix miel, douce mais étrangement fragile. « Et pourquoi Olivier n'est-il pas prêt pour la séance photo ?» Le magazine arrive dans 2 heures. Olivier se recroquevilla immédiatement, cherchant à se cacher derrière Lucie. Le mouvement n'échappa pas à Véronica, dont le regard se plissa sur l'enfant inconnu. « Qui est-ce » demanda-t-elle, regardant directement Helena. Madame Petit intervint avec assurance. « C'est la fille d'Helena, mademoiselle. Elle aidait simplement Olivier. Il était contrarié tout à l'heure. » Les sourcils parfaits de Véronica se haussèrent au-dessus de ses lunettes de soleil. « Il est contrarié maintenant ?» Eh bien, ce n'est pas surprenant. Il a été absolument impossible ces derniers temps. Elle tendit une main manucurée vers Olivier. « Viens, mon chéri. Maman a besoin que tu sois parfait pour notre portrait familial. » Olivier ne bougea pas. Au lieu de cela, il signa frénétiquement à Lucie, ses petites mains tremblantes. « Que dit-il » demanda Véronica, un ton dangereux glissant dans sa voix. Lucie hésita, regardant sa mère, puis les yeux suppliantes d'Olivier. Les adultes retenèrent leur souffle. Cet enfant oserait-il dire la vérité au pouvoir? « Il dit qu'il ne se sent pas bien », traduisit Lucie avec précaution. Son bras lui fait mal. Le sourire de Véronica ne vacilla pas, mais quelque chose de froid traversa ses lunettes de designer. « Vraiment? Eh bien, maman a un médicament spécial à l'étage qui va tout arranger. » Elle fit un pas en avant. À ce moment-là, Madame Petit prit une décision qui allait changer le cours de toute leur vie. Elle se plaça entre Véronica et les enfants. « Madame Dubois, je pense que nous devons appeler Monsieur Dubois. Il y a des inquiétudes concernant le bien-être d'Olivier. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque la façade de perfection commence à se fissurer. Quand richesse et privilèges ne peuvent plus cacher la laideur en dessous. Vous pourriez croire savoir où cette histoire va, mais croyez-moi, ce qui se passa ensuite dans le jardin ce jour-là choquerait même le personnel le plus expérimenté du domaine du bois. » Véronica Dubois ne laissa rien transparaître. Ses lèvres carmin se courbèrent en un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Des inquiétudes? Quel genre d'inquiétudes pouvez-vous avoir, Madame Petit? Olivier est parfaitement bien soigné. »« Les ecchymoses, madame, » murmura Jean-Claude, le vieux jardinier qui avait vu 3 épouses Dubois se succéder, mais jamais un enfant maltraité auparavant. « Des ecchymoses ?» Véronica éclata d'un rire, le son comme du verre brisé. « C'est un petit garçon. Il tombe. Il joue brutalement. Ils se font des bleus. Vous ne suggérez pas vraiment. » « Il nous a dit, » interrompit Lucie, sa voix jeune mais assurée malgré la présence intimidante de Véronica, « il nous a dit ce que vous lui faites. » Le visage de Véronica changea pendant une fraction de seconde. La colère traversa ses traits avant que le masque de préoccupation ne se replace. Elle s'agenouilla, se mettant à hauteur de Lucie. « Et vous parlez en langue des signes, hein ?» Sa voix dégoulinait de condescendance. « Comme c'est pratique que personne d'autre ici ne puisse vérifier ce qu'il vous aurait soi-disant dit. » Lucie ne broncha pas. « Ma cousine Mia est sourde. Nous signons depuis que j'ai 4 ans. » Véronica se redressa brusquement, toute prétention envolée. « C'est absurde.
Je n'ai pas à me justifier devant le personnel. » Elle se tourna vers Madame Petit. « Appelez la sécurité et faites-les sortir. » La fille et sa mère furent immédiatement licenciées. Elena s'avança. « Si vous nous licenciez, nous irons directement à la police avec ce qu'Olivier nous a dit. » La menace flottait dans l'air comme le tonnerre lointain qui grondait maintenant sur le domaine. L'extérieur parfaitement composé de Véronica se fissura enfin. « Vous croyez que quelqu'un vous croirait plutôt que moi ?» siffla-t-elle. « Je suis Véronica Dubois. Mon mari possède la moitié de cette ville. Vous n'êtes rien, strictement rien. » Pendant que cette confrontation se déroulait, Olivier tira urgemment sur la manche de Lucie. Il signa rapidement, les yeux grands ouverts de peur et de détermination. « Que dit-il maintenant ?» demanda mademoiselle Thomas. Lucie observa attentivement les mains d'Olivier. « Il dit qu'il y a une preuve sur la vidéo de son téléphone qu'elle prend lorsqu'elle… » Lucie hésita, mal à l'aise. Quand elle lui fait du mal, elle les regarde ensuite et rit. Le visage de Véronica devint pâle. Pour la première fois, une lueur de peur traversa ses yeux. « C'est un mensonge dégoûtant, » murmura-t-elle, mais sa main se porta instinctivement à la poche où reposait son téléphone. Madame Petit en avait vu assez. « J'appelle Monsieur Dubois. » Elle sortit son téléphone de travail. « N'osez pas. » Véronica se jeta sur le téléphone, mais Jean-Claude s'interposa. « Cet appel doit se faire, madame, » dit-il fermement. S'ensuivit un chaos total. Véronica criait des menaces de procès et de ruine. Des agents de sécurité arrivèrent, confus par l'impasse. Olivier s'accrochant à Lucie, tandis que les adultes autour d'eux débattaient de la marche à suivre. Elena prit une décision en une fraction de seconde. Pendant que tout le monde était distrait, elle s'approcha de Véronica et, avec l'habileté de quelqu'un qui avait nettoyé d'innombrables téléphones, déroba l'appareil de la poche de la femme. « Lucie, » murmura-t-elle en passant le téléphone à sa fille, « demande à Olivier s'il connaît le mot de passe. » Lucie signa à Olivier, dont les yeux s'agrandirent en voyant le téléphone. Il hocha vigoureusement la tête et tapa soigneusement un code à 6 chiffres. « C'est son anniversaire », traduisit Lucie. Elle lui fait mémoriser pour qu'il puisse le déverrouiller quand ses ongles sont mouillés. Le téléphone se déverrouilla, révélant un écran d'accueil rempli de notifications de réseaux sociaux. Les petits doigts d'Olivier naviguèrent jusqu'à un dossier caché simplement nommé « O ». À l'intérieur, des dizaines de vidéos. Au moment où la sécurité atteignit le jardin, Lucie avait déjà lancé la première vidéo. La voix de Véronica emplissait l'air, suivie de la vue d'Olivier recroquevillé dans un placard sombre, les larmes coulant sur son visage, tandis que Véronica le narguait derrière la caméra. « Vous croyez encore que j'invente ?» demanda Lucie, tenant le téléphone pour que tous voient. Le jardin tomba silencieux, excepté pour les preuves accablantes diffusées par l'appareil. Le monde soigneusement construit de Véronica s'effondra en un instant. « Donne-moi ça !» cria-t-elle, se précipitant vers Lucie. Mais il était trop tard. Madame Petit en avait assez vu. La main tremblante, elle composa non pas le numéro de Richard Dubois, mais le 17. « Oui, bonjour, » dit-elle, la voix brisée. « Nous avons besoin de la police immédiatement au domaine Dubois. Nous avons des preuves de maltraitance d'enfants. Vous pourriez penser que c'est ici que la justice triomphe, que la marâtre reçoit son châtiment. Mais la vie se règle rarement aussi facilement, n'est-ce pas? Et quand des milliards d'euros et des réputations puissantes sont en jeu, la justice peut être flexible. La véritable question, qui Richard Dubois croirait-il? Sa femme trophée ou le personnel qu'il reconnaît à peine? Et que deviendraient Olivier et Lucie?
Prise au milieu d'un monde d'adultes rempli d'ambition, de cruauté et de secrets, les 24 heures suivantes au domaine du bois se déroulèrent comme un désastre parfaitement orchestré. Des voitures de police, aux lumières discrètement tamisées, arrivèrent par l'entrée de service, une courtoisie due au nom des Dubois qui fit bouillir le sang de Madame Petit. Les détectives interrogèrent le personnel, un par un dans la bibliothèque, tandis que les services sociaux parlaient avec Olivier dans le salon ensoleillé, Lucie à ses côtés comme traductrice. « C'est un cauchemar en termes de relations publiques », murmura Bernard Kelly, le responsable de crise de la famille, arrivé avant la police, ce qui ne surprit personne. « Nous devons contenir cela. » Véronica avait été mise à l'écart dans l'aile est avec son avocat, une femme en tailleur qui défendait des célébrités dans des scandales qui rendraient celui-ci presque banal. À minuit, le jet privé de Richard Dubois avait atterri. Il arriva au domaine dans un silence assourdissant, son visage impénétrable alors que Kelly le briefait dans le bureau. Le personnel se rassembla dans la cuisine. Une famille de fortune, unie par l'inquiétude et les spéculations murmurées. « Ils vont tout enterrer », prévint Jean-Claude d'un ton grave. « Ils le font toujours. » Helena serra Lucie contre elle. Il n'avait pas été autorisé à partir, prétendument pour aider à l'enquête, mais tout le monde savait que c'était pour les empêcher de parler à la presse. « Que va-t-il arriver à Olivier ?» demanda Lucie, sa voix jeune, perçant les conversations des adultes. Personne n'avait de réponse. À 10h07 précise, Richard Dubois entra dans la cuisine. La pièce tomba silencieuse tandis que le milliardaire, un homme que la plupart d'entre eux ne voyaient qu'en coup de vent ou dans les journaux, se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. Son visage était fatigué, son apparence normalement impeccable froissée après 20 heures de voyage. « Où est mon fils ?» demanda-t-il simplement. « Il dort, monsieur ?» répondit Mademoiselle Thomas. L'assistante sociale dit qu'il pourrait rester à la maison ce soir, mais qu'il reviendrait demain. Richard hocha la tête, puis fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il sortit une chaise de cuisine et s'assit lourdement parmi eux. « Dites-moi tout, » dit-il, pas la version aseptisée que Kelly m'a donnée. La vérité. Et c'est ce qu'ils firent. Madame Petit décrivit comment elle avait trouvé Olivier sous la table. Jean-Claude montra les photos qu'il avait prises discrètement des ecchymoses. Mademoiselle Thomas admit qu'elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas depuis des semaines, mais avait trop peur pour parler. Enfin, Richard se tourna vers Lucie, qui était assise, les yeux grands ouverts, à côté de sa mère. « Et vous, » dit-il, sa voix s'adoucissant, « vous êtes celle qui peut parler avec lui ?» Lucie hocha solennellement la tête. « Que m'a dit mon fils ?» Lucie le regarda sans ciller. « Il dit qu'il a essayé de vous parler plusieurs fois, mais vous n'étiez jamais là. » Ces mots frappèrent Richard comme un coup physique. Il ferma brièvement les yeux, absorbant l'accusation. « Il a raison, » dit-il enfin. « Je n'ai pas été là. » Il regarda autour de la cuisine le personnel, qui connaissait son fils mieux que lui-même. Je pensais lui donner tout en veillant à la réussite de mon entreprise. Au lieu de cela, je ne lui ai donné rien de ce qui comptait. L'horloge de la cuisine tinta bruyamment dans le silence qui suivit. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda enfin Madame Petit. Richard redressa les épaules. Véronica sera partie demain matin. La police a les preuves nécessaires. Mes avocats s'occuperont du divorce. Et Olivier ? demanda doucement Helena. Olivier a besoin de stabilité, de soins, de personnes qui... Il hésita. Qui le comprennent, qui puissent communiquer avec lui. Il regarda Lucie directement. Seriez-vous prête à m'apprendre la langue des signes? Je veux dire, pour que je puisse parler à mon fils. Avant que Lucie puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Bernard Kelly se tenait là,
le visage grave. « Nous avons un problème », annonça-t-il. Véronica est partie. Elle a contourné la sécurité et a pris quelque chose dans le coffre avant de partir. Richard se leva instantanément. Qu'a-t-elle pris? Les yeux de Kelly parcoururent la pièce, visiblement mal à l'aise de parler devant le personnel. « Ça va », répliqua Richard sèchement. « Qu'a-t-elle pris ?»« Des documents, monsieur, sur Projet Oracle. » La couleur quitta le visage de Richard. « Mettez tout en confinement. Appelez Winston à la DGSE. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale. » Il se tourna vers le personnel abasourdi. « Je dois gérer ça, mais je vous le promets, à vous tous, Olivier passe avant tout désormais. » Tandis qu'il quittait la pièce précipitamment, le personnel échangeait des regards confus. « C'est quoi, Projet Oracle ?» chuchota Lucie pour elle-même. Madame Petit secoua la tête. « Rien de bon, si ça met M. Dubois dans cet état. » Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que la maltraitance de Véronica envers Olivier n'était que la surface d'un complot bien plus sombre. Les vidéos sur son téléphone n'étaient pas seulement du sadisme. Elles étaient une assurance, un levier pour quelque chose de bien plus précieux. Et maintenant que sa couverture était grillée, elle était passée au plan B. Vous êtes-vous déjà demandé si le mal avait un but? Si la cruauté n'était parfois qu'un écran de fumée pour quelque chose de bien pire? Les ecchymoses sur les bras d'Olivier étaient invisibles, mais le vrai danger restait caché pour l'instant. Et l'amitié improbable entre le fils d'un milliardaire et la fille d'une femme de ménage était sur le point de les entraîner dans un complot qui dépassait de loin les murs du domaine du bois. L'aube se leva sur le domaine avec un calme inquiétant. La police avait établi un périmètre autour de la propriété, vérifiant chaque véhicule entrant ou sortant. Des officiers accompagnés de chiens fouillaient les vastes terrains, se concentrant sur le bois qui bordait le côté nord du domaine. À l'intérieur, Richard Dubois avait transformé la grande salle à manger en centre de commandement. Des hommes et des femmes en costumes sombres allaient et venaient, parlant à voix basse et urgente. Aucun ne portait de badge visible, mais leur autorité était indiscutable. « Que se passe-t-il » demanda Lucie, en observant depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, alors qu'un autre SUV noir remontait l'allée. Madame Petit la tira doucement de la fenêtre. « Rien dont une petite fille doit se soucier, » dit-elle, mais son expression crispée trahissait sa propre inquiétude. Lucie fronça les sourcils. « Je ne suis pas petite, et Olivier est mon ami. J'ai le droit de savoir. » Helena, qui avait passé la nuit à alterner entre réconforter sa fille et donner des dépositions aux différents responsables, soupira lourdement. « Lucie, parfois les adultes ont des problèmes compliqués. »« Comme faire du mal aux enfants, » répliqua Lucie. Les adultes échangèrent des regards mal à l'aise. La vérité sortait bien de la bouche des enfants. À l'étage, Olivier restait dans sa chambre avec mademoiselle Thomas et une femme au visage bienveillant, présentée comme la Dr Chen, psychologue pour enfants qui maîtrisait la langue des signes. Le garçon refusait de parler à quiconque, sauf à Lucie, mais la Dr Chen était patiente, construisant lentement la confiance. En milieu de matinée, l'atmosphère dans le domaine changea brusquement. Des voix élevées venèrent de la salle à manger, suivies du bruit d'un objet lourd frappant le mur. Quelques instants plus tard, Richard Dubois entra dans la cuisine, le visage livide. « Où est Olivier ?» demanda-t-il. « Toujours à l'étage avec la docteure, » répondit Madame Petit. « Tout va bien, monsieur. » Richard passa une main dans ses cheveux en bataille. « Non, rien ne va. » Il regarda le personnel rassemblé dans la cuisine, puis prit une décision. « Vous méritez tous de savoir ce qui se passe. Vous en faites partie maintenant, que je le veuille ou non. » Il s'assit à la table de la cuisine en leur faisant signe de le rejoindre. « Véronica n'est pas seulement ma femme, était ma femme, »
se corrigea-t-il avec amertume. C'est aussi une agente. Une espionne? Demanda Jean-Claude, incrédule. Richard hocha gravement la tête. Je l'ai rencontrée il y a 3 ans, lors d'une conférence tech à Genève. Elle était charmante, belle, intéressée par mon travail. J'étais... Il s'interrompit, seul. Mon 2e divorce venait de se finaliser. Olivier avait des difficultés. Elle semblait parfaite. Trop parfaite, murmura Helena. Exactement. Les yeux de Richard rencontrèrent les siens avec surprise et respect. Trop parfaite, mais je ne l'ai pas vue alors. Pour qui travaille-t-elle? Demanda Madame Petit. Nous pensons qu'il s'agit d'un consortium d'intérêts étrangers visant les innovations technologiques françaises. Mon entreprise, BlackNet, développe un système de chiffrement quantique qui pourrait révolutionner la cybersécurité. Projet Oracle. Et elle voulait le voler? Demanda Jean-Claude. Richard secoua la tête. Pas le voler, le saboter. Les documents qu'elle a pris contiennent des failles critiques, délibérément conçues pour permettre un accès caché à tout système utilisant notre chiffrement. L'implication pesait lourdement dans l'air. Mais quel rapport avec le fait de faire du mal à Olivier? Demanda Lucie, sa voix d'enfant tranchant la tension. Richard se tourna vers elle, son expression s'adoucissant dans la douleur. Contrôle, levier, il connaissait ma faiblesse. Mon fils, la mission de Véronica était d'établir une domination sur Olivier, documenter ses mauvais traitements et utiliser cela pour me faire chanter si nécessaire. C'est monstrueux, murmura Helena. Richard hocha la tête, le visage marqué par la culpabilité et la rage. Nous pensons maintenant qu'elle transmettait des informations tout du long. Les vidéos d'abus n'étaient qu'une assurance. Si jamais je découvrais ce qu'elle faisait, elle pourrait menacer de révéler des preuves de la maltraitance de mon fils sous mon toit. Le scandale me détruirait publiquement, ainsi que les contrats gouvernementaux de BlackNet. Lucie se leva soudainement. Olivier a essayé de vous le dire, dit-elle accusatrice. Il s'est échappé 2 fois d'elle. Il a cassé une fois son téléphone spécial. Il essayait de vous protéger, pas lui-même. Richard fixa la fillette de 8 ans, stupéfait par sa perspicacité. Que voulez-vous dire? Les mains de Lucie bougèrent instinctivement en parlant, signant par habitude. Il m'a dit hier soir qu'il l'avait vu une fois dans votre bureau, en train de copier des fichiers. Quand elle l'a surpris en train de regarder, c'est là qu'elle a commencé à lui faire du mal. Elle lui a dit que s'il le disait à quelqu'un, elle vous ferait du mal aussi. Le visage du milliardaire se crispa. Son fils de 6 ans, qu'il avait négligé pour son empire, s'était silencieusement battu pour le protéger depuis le début. Avant que Richard ne puisse répondre, son chef de sécurité fit irruption dans la cuisine. « Monsieur, nous avons une localisation. La reconnaissance faciale l'a repéré à l'aéroport de Baltimore. » Richard se leva immédiatement. « J'y serai sur place. » Il se tourna vers le personnel. « Je dois y aller, mais j'ai besoin que quelqu'un reste avec Olivier. Quelqu'un en qui il a confiance. » Tous les yeux se tournèrent vers Lucie. Helena s'avança protectrice. « Ma fille en a déjà fait assez. Elle est juste une enfant. »« Maman, » interrompit Lucie, « Olivier a besoin de moi. Je suis la seule à pouvoir lui parler. » « En fait, » intervint une nouvelle voix depuis l'encadrement de la porte. La Dr. Chen se tenait là, une tablette à la main. « Olivier a quelque chose qu'il veut vous montrer. À vous tous, surtout vous, Monsieur Dubois. » Elle retourna la tablette. Sur l'écran, une vidéo de la caméra de sécurité de la chambre d'Olivier datant de 3 nuits plus tôt. Elle montrait Véronica entrant dans sa chambre tard le soir, s'asseyant sur son lit et ayant ce qui semblait être une longue conversation. « Mais Olivier est sourd, » dit mademoiselle Thomas, confuse. « Comment peuvent-ils parler? »
La docteur Chen sourit tristement. Regardez ses mains. Chaque personne dans la cuisine se figea en réalisant ce qu'elle voyait. Véronica signait couramment avec Olivier depuis le début. Elle savait la langue des signes, murmura Lucie. Elle a fait semblant de ne pas savoir, mais elle le savait. Il y a plus, ajouta doucement la docteur Chen, avançant rapidement la vidéo. C'est la partie importante. Ils virent Véronica montrer quelque chose à Olivier sur son téléphone, un téléphone différent de son appareil habituel. Elle montra l'écran, puis fit une série de gestes menaçants. Olivier hocha la tête, effrayé. La docteur Chen mit la vidéo en pause. Olivier dit qu'elle lui avait montré des photos d'un bâtiment et lui avait dit que c'était là que l'entreprise de son père fabriquait des ordinateurs spéciaux. Puis elle ajouta que si jamais il le disait à quelqu'un, elle ferait exploser le bâtiment avec toutes les personnes à l'intérieur. Le visage de Richard devint livide. Le laboratoire quantique de Blacknet. Nous avons 63 chercheurs là-bas. Il se tourna vers son chef de sécurité. Appelez l'anglais immédiatement. Procédure complète d'évacuation. Alors que le chaos éclatait autour d'eux, Lucie se faufila hors de la pièce des adultes et monta à l'étage. Elle trouva Olivier assis sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle signa pour lui. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Ses petites mains répondirent « J'ai peur. » Lucie s'assit à côté de lui. « Moi aussi. » Olivier la regarda, puis signa quelque chose qui allait changer leur vie, à tous les deux pour toujours. « J'ai vu plus qu'ils ne savent. Je sais où elle va vraiment. » Vous le croiriez? Tout ce qui s'était passé jusqu'ici, la maltraitance, l'espionnage, les menaces, n'était que le début. Le véritable danger était quelque chose que personne, même Richard Dubois avec toutes ses ressources, n'avait anticipé. Parfois, les indices les plus importants viennent de ceux que nous sous-estimons le plus. Et parfois, sauver la situation nécessite le courage d'enfants qui refusent d'être réduits au silence. Que voulez-vous dire par « Je sais où elle va vraiment » signa Lucie, les yeux grands d'inquiétude. Olivier jeta un coup d'œil nerveux à la porte de sa chambre avant de glisser du lit. Il traversa le tapis moelleux jusqu'à son placard, le même où Véronica l'avait enfermé en punition. De petites mains déterminées écartèrent les vêtements de créateur encore étiquetés, révélant une grille d'aération dans le mur. Lucie observa, intriguée, tandis qu'Olivier dévissa la grille avec une aisance expérimentée. À l'intérieur, il sortit une boîte en métal cabossée, du type qui aurait pu contenir autrefois des biscuits ou des décorations de Noël. « Mon endroit secret », signa-t-il. Là où je cache des choses d'elle. Olivier ouvrit soigneusement la boîte. Dans la boîte se trouvait une collection étrange. Une petite voiture miniature, un galet poli, un avion en papier plié et, plus surprenant encore, un téléphone noir élégant. Pas un jouet d'enfant, mais un smartphone coûteux. « C'est à elle ?» s'exclama Lucie. Olivier hocha la tête. « Son téléphone d'espionne, » signa-t-il. « Je l'ai pris il y a 3 jours, quand elle était sous la douche. Elle le cherche partout. » Lucie le regarda stupéfaite. « Ton père est au courant ?» Olivier secoua vigoureusement la tête. « Trop dangereux. Elle a dit qu'elle lui ferait du mal si je le disais. » Avec la dextérité innocente d'un enfant du numérique, Olivier déverrouilla le téléphone. Contrairement à l'appareil personnel de Véronica, rempli d'applications beauté et de réseaux sociaux, celui-ci ne contenait que des applications de messagerie chiffrées et plusieurs dossiers libellés par des codes. « Regarde », signa Olivier en ouvrant une application de carte. Une épingle rouge marquait un endroit semblant isolé. Elle parle de cet endroit. Elle va y rencontrer les mauvaises personnes. Lucie scruta l'écran. « Nous devons le dire à ton père, » signa-t-elle. « C'est trop gros pour nous. » Mais le visage d'Olivier se crispa de peur. « Et s'il surveille,
Et s'ils lui font du mal, ses mains tremblaient en signant. Elle a dit qu'ils ont des gens partout, même ici. Le poids de la situation, bien trop lourd pour des épaules d'enfant, s'installa entre eux. Avant que Lucie ne puisse répondre, des pas se rapprochèrent de la chambre. Olivier remit rapidement le téléphone dans sa boîte métallique et la glissa dans la grille d'aération, remettant le cache en place juste au moment où la Dr Chen entra dans la pièce. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle doucement. Lucie hocha la tête, échangeant un regard silencieux avec Olivier. Leur secret les liait désormais. Un secret qui pourrait sauver des vies ou les mettre en plus grand danger. En bas, le domaine de Montclair s'était transformé en une véritable base militaire. Des agents du service central de renseignement et des experts en cybersécurité passèrent la propriété au peigne fin à la recherche d'appareils de surveillance et de portes dérobées numériques. Richard Dubois se tenait dans son bureau, fixant un ordinateur portable sécurisé affichant l'évacuation du laboratoire quantique. 63 chercheurs, des esprits brillants travaillant sur une technologie qui pouvait changer le monde, quittèrent le bâtiment dans un calme ordonné, sans connaître la véritable nature de la menace. Monsieur, son chef de sécurité s'approcha. Le laboratoire est vide, mais nous avons trouvé ceci. Il tendit à Richard une tablette affichant une image thermique du sous-sol de l'installation. Il y a clairement quelque chose là-dessous qui ne devrait pas y être. La mâchoire de Richard se contracta. Des explosifs. L'équipe EOD est en train d'évaluer, mais ça en a tout l'air si elle les a déclenchés. L'implication était claire. Des centaines de vies et des milliards de recherches pouvaient disparaître en un instant. Des nouvelles de Baltimore? Demanda Richard, la voix tendue. Elle a embarqué sur un vol privé. Nous la suivons. Madame Peterson apparut à la porte du bureau, sa maîtrise habituelle visiblement ébranlée. Monsieur Dubois, quelqu'un est ici pour vous voir. Il dit venir du ministère. Avant que Richard ne puisse répondre, un grand homme aux cheveux argentés et à l'expression grave entra dans la pièce. En réalité, je suis de la direction du renseignement de la défense, corrigea-t-il en tendant la main. James Hawley, nous devons parler de votre épouse, Monsieur Dubois, ou plutôt de qui elle travaille vraiment. Alors que les adultes reconstituaient le réseau élaboré qui avait piégé la famille Dubois, à l'étage, 2 enfants étaient assis en tailleur sur le sol, préparant leurs propres contre-mesures contre des forces qu'ils comprenaient à peine. « Il nous faut un code », signa Lucie, « au cas où nous aurions besoin de parler du secret quand d'autres nous regardent. » Le visage d'Olivier s'illumina. Résoudre des problèmes était son refuge dans un monde où la communication était toujours un défi. Il réfléchit un instant, puis signa « Papillon ». Quand on dit papillon, on parle du téléphone secret. Lucie sourit. « Parfait. Et si nous devons nous avertir du danger, on parlera d'arc-en-ciel. » Leur code enfantin était établi. Ils se lièrent les petits doigts pour se promettre de protéger l'un l'autre, et le secret qu'ils partageaient désormais. Vous vous demandez à quoi ressemble vraiment le courage. Parfois, ce n'est pas un héros chargeant au combat, mais un petit garçon de 6 ans, réduit au silence toute sa vie, trouvant enfin un moyen de dire la vérité. Parfois, c'est une fillette de 8 ans, choisissant de rester à ses côtés alors qu'elle pourrait facilement s'éloigner. Alors que Lucie et Olivier formaient leur alliance innocente, aucun des deux ne réalisait qu'il venait de devenir l'équipe de contre-espionnage la plus improbable et peut-être la plus efficace de France. Et en bas, tandis que Richard Dubois découvrait l'étendue réelle de la menace contre son entreprise et son pays, la question brûlait toutes les lèvres. Qui était vraiment Véronica Dubois? Et que ferait-elle maintenant que sa couverture était tombée? Son vrai nom est Natalia Petrova, expliqua Hawley en déposant un dossier sur le bureau de Richard.
À l'intérieur, des photos de surveillance montraient Véronica, non, Natalia, avec divers hommes dans différents pays. Ancienne agente du renseignement russe, travaillant désormais comme indépendante pour le plus offrant. Et Monsieur Dubois, les enchérisseurs pour votre technologie sont très, très hauts. Richard fixait les photos, incrédule. La femme souriante à son bras lors des galas caritatifs et des conférences technologiques lui paraissait désormais étrangère. Comment a-t-elle pu passer nos contrôles de sécurité? J'ai une équipe qui enquête sur toutes les personnes entrant dans ma vie. L'expression de Holly resta impassible. Elle a été formée aux opérations d'infiltration profonde depuis l'âge de 16 ans. Son identité officielle en tant que Veronica Winters est irréprochable. Diplômée de Harvard, expérience dans des startups de la Silicon Valley, même une famille parfaitement crédible dans le Connecticut. La famille que j'ai rencontrée, murmura Richard, en se souvenant du Noël qu'ils avaient passé chez les parents de Veronica quelques mois après leur rencontre. Des acteurs, confirma Olay. De très bons acteurs, d'anciens agents à la retraite. Et je suis tombé dans le panneau, dit Richard avec amertume. L'épouse parfaite, férue de technologie, qui comprenait mon travail, qui semblait s'intéresser à Olivier malgré ses difficultés. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, dit Olay d'un ton plus doux. Elle a déjà trompé des officiers de contre-espionnage aguerris. C'est pour cela que nous la surveillons. Et par extension, vous aussi, depuis 18 mois. La tête de Richard se releva brusquement. Vous saviez qu'elle m'espionnait et vous n'avez rien fait? Nous ne connaissions pas son objectif final avant récemment. Nous avons dû laisser l'opération se dérouler pour identifier son réseau. Pour la première fois, Olay sembla mal à l'aise. Nous n'avions jamais anticipé qu'elle ferait du mal physiquement à votre fils. Là, elle a franchi une ligne. Une ligne? La voix de Richard monta dangereusement. Mon fils a été torturé comme dommage collatéral dans vos jeux de renseignement. Avant que Olay ne puisse répondre, un agent entra précipitamment dans le bureau. Monsieur, on a du mouvement. Le vol affrété a atterri sur une piste privée en Virginie occidentale. Les images satellites montrent des véhicules qui attendent. Cible de grande valeur confirmée sur place. Olay se redressa immédiatement. Dans combien de temps pouvons-nous avoir une équipe sur place? 30 minutes en hélicoptère. Faites-en 20, ordonna Olay avant de se tourner vers Richard. Je dois y aller. Nous reprendrons cette discussion à mon retour. Je viens avec vous, dit Richard en se levant. Absolument pas. C'est désormais une opération fédérale. Les yeux de Richard se plissèrent. Cette femme a envahi ma vie, mis mon entreprise en danger et maltraité mon fils. Je viens où j'appelle chaque journaliste de mon carnet d'adresses avec l'histoire de comment la DIA a utilisé un enfant comme appât. Les deux hommes se fixèrent. Un combat silencieux de volonté. D'accord, céda enfin Olay. Mais vous restez dans le véhicule de commandement. Ce n'est pas une mission de vengeance, monsieur Dubois. Alors que les hommes se préparaient à partir, aucun ne remarqua la petite silhouette qui s'était glissée dans le couloir pour écouter à la porte du bureau. Lucie, envoyée en bas chercher de l'eau, en avait entendu assez pour comprendre que le téléphone secret d'Olivier pouvait être crucial. Elle remonta en courant à l'étage, retrouvant Olivier qui l'attendait anxieusement. « Papillon », signa-t-elle d'urgence. « Ils vont la poursuivre, mais ils ne savent pas pour les papillons. » Les yeux d'Olivier s'écarquillèrent de compréhension. Il récupéra le téléphone caché, le déverrouilla rapidement pour montrer à Lucie la carte à nouveau. « Oh, ils vont au mauvais endroit », réalisa Lucie en comparant ce qu'elle avait entendu avec ce qu'Olivier montrait. « Le téléphone montre qu'elle va ailleurs. Nous devons le leur dire. Mais comment? Ils ne croiront pas des enfants, et ton père est déjà parti. » Olivier réfléchit un instant.
Puis son visage s'éclaira. Il attrapa la main de Lucie et la tira vers la fenêtre, donnant sur la pelouse du devant. En bas, il voyait Richard et Oley se préparer à embarquer dans un hélicoptère. « Trop tard !» signa Lucie frénétiquement. Mais Olivier était déjà en train d'agir, saisissant sa tablette sur la table de chevet. D'un mouvement rapide de doigts, il tapa un message et l'envoya juste au moment où les rotors de l'hélicoptère commençaient à tourner. En bas, le téléphone de Richard vibra dans sa poche. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à regarder. Le message de l'application de communication d'Olivier le cloua sur place. « Papa, mauvais endroit. J'ai son téléphone secret. Elle va à la montagne, pas à l'aérodrome. » Richard se figea, puis tendit le message à Oley. « Mon fils dit que nous allons au mauvais endroit. » Oley ricana. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, nous agissons sur des renseignements confirmés. Votre fils a 6 ans et il est traumatisé. C'est aussi la seule personne qui l'a observé à chaque mouvement depuis des mois, répliqua Richard. Il répondit rapidement par texto. « Olivier, comment sais-tu ça? » La réponse arriva quelques secondes plus tard. « J'ai pris son téléphone d'espionne quand elle était sous la douche. Il a une carte secrète, différente de ce qu'il pense. » Richard leva les yeux vers Oley, le défi dans le regard. « Êtes-vous vraiment prêt à parier toute une opération sur l'hypothèse que mon fils ne sait pas de quoi il parle? Vous avez déjà remarqué comme les adultes écartent souvent les observations des enfants. Comment les plus petits, les plus vulnérables, voient ce que le reste d'entre nous manque, simplement parce que personne ne s'attend à ce qu'ils regardent. Dans le jeu de l'espionnage et du contre-espionnage, peut-être que le plus grand avantage n'est ni la technologie sophistiquée, ni les agents entraînés, mais les yeux innocents qui remarquent tout et les oreilles qui écoutent quand personne ne pense qu'elles le font. » Alors que Richard Dubois faisait face à un officier du renseignement aguerri, avec pour seule preuve le message de son fils, le sort du projet Oracle, et peut-être de la sécurité nationale, était suspendu à un fil. « 2 minutes, » dit Oley à contre-cœur en s'éloignant de l'hélicoptère. « C'est tout ce que je peux accorder pour examiner cette hypothèse. » Richard ne perdit pas une seconde. Il fonça vers le manoir et monta les escaliers 2 par 2. Il fit irruption dans la chambre d'Olivier, surprenant les 2 enfants. « Le téléphone » signa-t-il et dit-il simultanément, s'agenouillant devant son fils. « Montre-moi. » Olivier hésita un instant avant de sortir sa boîte secrète. Il remit l'appareil noir élégant à son père avec une solennité presque cérémonielle. Richard l'examina rapidement. Un téléphone sécurisé, spécialisé avec chiffrement militaire. Son regard croisa celui de son fils, un mélange de fierté et de regret lui traversant le visage. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-il, ses mains formant les signes, maladroitement mais avec détermination. Les mains d'Olivier volèrent en réponse. « Elle a été négligente. Elle pensait que je ne comprendrais pas. Elle me croyait stupide. » Le dernier mot fut signé avec une telle véhémence que Richard tressaillit. Combien de personnes dans la vie de son fils, lui y compris, l'avaient les sous-estimés à cause de son incapacité à entendre. « Tu es la personne la plus intelligente de cette maison », signa Richard avec soin, chaque geste délibéré. « Montre-moi ce que tu as trouvé. » Olivier navigua jusqu'à l'application de cartes, pointant des coordonnées dans les montagnes des Appalaches, à près de 160 km de l'endroit où les services de renseignement croyaient que Véronica se dirigeait. « Il y a une installation là-bas, » expliqua Lucie en regardant les signes d'Olivier. « Il dit qu'elle en parle quand elle pense qu'il ne peut pas comprendre. Quelque chose à propos de la livraison finale. » Le téléphone de Richard vibra avec un texto impatient d'Oley. Sans hésiter, il photographia la carte sur le téléphone de Véronica et l'envoya à l'agent. Quelques secondes plus tard,
Oley apparut lui-même dans l'encadrement de la porte, le visage tendu, d'une urgence maîtrisée. « D'où ça vient ?» demanda-t-il. Richard désigna Olivier. « Mon fils, celui que vous pensiez n'être qu'un pion dans ce jeu. » Oley fixa Olivier avec un nouveau respect, puis parla dans son appareil de communication. « Réorientez sur les coordonnées secondaires et donnez-moi des images satellites du secteur 7 alpha des Appalaches, focalisées sur ces coordonnées. » Il montra sa tablette à Richard. « Il n'y a rien d'enregistré à cet endroit. Aucun bâtiment, aucune infrastructure. » « C'est justement l'intérêt, » répondit Richard. « C'est la couverture parfaite. » Oley prit une décision rapide. « On y va maintenant. Monsieur Dubois, vous êtes toujours avec moi ?» Il se tourna vers les enfants. « Vous deux, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Maintenant, j'ai besoin que vous restiez ici où c'est sûr. Vous pouvez faire ça? » Les deux enfants hochèrent solennellement la tête, bien que les yeux de Lucie glissèrent vers Olivier avec un message silencieux que les adultes ne remarquèrent pas. Alors que Richard se préparait à partir, il s'agenouilla une fois de plus devant Olivier. « J'ai raté tellement de choses », signa-t-il, ses gestes devenant plus naturels avec la pratique. « Quand tout ça sera fini, ce sera différent. Je te le promets. » La réponse d'Olivier fut à la fois déchirante et pleine d'espoir. « Je te crois cette fois. » Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère décollait, emmenant Richard et l'équipe tactique vers l'installation mystérieuse de la montagne. Le manoir retomba dans un calme inquiétant, avec les agents du renseignement sécurisant le périmètre et le personnel essayant de maintenir une apparence de normalité. Dans la chambre d'Olivier, cependant, un nouveau plan se formait. « Ils n'ont toujours pas toutes les informations », signa Lucie avec urgence. « J'ai entendu l'agent parler. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. »« Mais nous si », répondit Olivier, le visage sérieux, bien au-delà de son âge. Il navigua plus loin dans le téléphone volé, affichant des plans architecturaux intitulés « Site Phoenix ». Lucie étudia les diagrammes avec une alarme croissante. Ce n'est pas juste un lieu de rendez-vous. On dirait un laboratoire. Et pourquoi y a-t-il des quartiers pour tant de personnes? Olivier hocha la tête gravement. Pas seulement un transfert. Elle construit quelque chose là-bas, quelque chose de gros. Ses mains s'arrêtèrent, puis ajoutèrent quelque chose qui a besoin du projet Oracle pour fonctionner. Elle, réalisation, les frappa simultanément. Véronica n'avait pas simplement volé des informations. Elle préparait une opération parallèle, quelque chose qui nécessitait la technologie de chiffrement quantique pour fonctionner. « Nous devons les prévenir », signa Lucie. Olivier la regarda intensément. « Arc-en-ciel », signa-t-il, leur code pour danger. « Ils nous surveillent maintenant. Les agents ne nous laisseront pas contacter papa. » Lucie se mordit la lèvre, réfléchissant rapidement. Puis ses yeux s'illuminèrent. Mademoiselle Thomas laisse toujours son téléphone chargé dans la salle de bain quand elle prend sa douche. Et c'est elle qui nous surveille aujourd'hui. Un sourire conspirateur se répandit sur le visage d'Olivier. En moins de 30 minutes, leur plan était en marche. Mademoiselle Thomas, épuisée par les événements de la journée, accepta avec gratitude la suggestion d'Olivier d'une douche chaude pendant que les enfants regardaient un programme éducatif sur sa tablette. Dès que la porte de la salle de bain se ferma et que l'eau commença à couler, Lucie s'y glissa, attrapa le téléphone de la nounou et l'apporta à Olivier, qui envoya rapidement les plans architecturaux à son père avec un simple message. Pas juste un rendez-vous, elle construit quelque chose de grand. Faites attention. À des kilomètres de là, alors que l'hélicoptère approchait des coordonnées de la montagne, Richard reçut le message. Il le montra à Oley, dont le visage s'assombrit en examinant les plans. « Ce n'est pas un site d'échange », dit l'agent d'une voix sombre. « C'est un centre de recherche clandestin. Et si je lis bien ses spécifications,
Ils construisent un ordinateur quantique, conçu pour casser n'importe quel chiffrement, sauf Oracle. Il regarda Richard avec une urgence nouvelle. Votre femme ne faisait pas que voler votre technologie. Elle construisait la seule machine au monde qui y serait immunisée tout en pouvant briser la sécurité de tous les autres. Ce n'est pas ma femme, répondit froidement Richard. Et nous allons mettre fin à tout cela maintenant. Alors que l'hélicoptère commençait sa descente vers une clairière à 3 kilomètres de l'installation cachée, ni l'un ni l'autre n'était conscient que la mission avait été compromise de l'intérieur. Un des membres de confiance de l'équipe d'Olay envoyait en silence un message d'alerte au complexe pour prévenir du raid imminent. À l'intérieur de l'installation souterraine, camouflée dans la montagne, Véronica Dubois, Natalia Petrova, reçut l'avertissement avec un sourire froid. « Activez le protocole Oméga », ordonna-t-elle à son équipe. « Et préparez le comité d'accueil. Mon mari vient nous rendre visite. Pensiez-vous qu'il ne s'agissait que d'espionnage industriel? D'une femme manipulant son chemin dans la vie d'un homme riche? La vérité, comme Olivier l'avait découvert par une observation patiente et Lucie par une loyauté courageuse, était bien plus sinistre. La question n'était plus de savoir si Richard capturerait Véronica, mais s'il survivrait à la confrontation. Au domaine de Montclair, 2 enfants, qui s'étaient déjà montrés plus courageux et plus intelligents que quiconque ne l'aurait cru, allaient en faire face à un danger bien à eux. L'installation de la montagne, camouflée si efficacement qu'elle apparaissait comme une simple formation rocheuse naturelle vue d'en haut, bourdonnait d'activité frénétique. Véronica se déplaçait dans le complexe souterrain avec une efficacité mortelle, donnant des ordres en russe et en mandarin, tandis que des techniciens transféraient des données et démontèrent le matériel à la hâte. Nous avons 17 minutes avant qu'ils ne franchissent le périmètre, annonça-t-elle à son scientifique en chef, un homme mince aux mains nerveuses et aux yeux brillants. Le prototype est-il prêt à être transporté? Oui, mais nous avons besoin d'au moins 30 minutes pour le déconnecter en toute sécurité des systèmes de refroidissement, protesta-t-il. Le sourire de Véronica était glaçant. Vous avez 15 minutes. Après cela, cette installation n'existera plus, avec ou sans le prototype. Pendant ce temps, l'équipe tactique d'Olay progressait dans la forêt, guidée par les images satellites et les renseignements volés par Olivier. Richard, malgré ses promesses de rester dans le véhicule de commandement, avait convaincu Olay de le laisser rejoindre l'équipe d'assaut. Sa connaissance intime du projet Oracle le rendait indispensable pour identifier les technologies critiques. Souvenez-vous, briefa Olay à l'équipe, l'objectif principal est de sécuriser tout le matériel informatique quantique et les données liées à Oracle. Objectif secondaire, appréhender Petrova et ses complices. Usage létal, autorisé uniquement en dernier recours. Richard vérifia la veste pare-balles légère qu'on lui avait donnée, une détermination inhabituelle, durcissant son habituel air d'homme d'affaires. « Et si Véronica, Natalia, résiste ?» demanda-t-il. L'expression d'Olay resta impénétrable. Alors, elle aura fait son choix. De retour au domaine de Montclair, une nouvelle crise éclatait. Lucie venait de remettre le téléphone de Mademoiselle Thomas dans la salle de bain lorsque les alarmes retentirent soudain dans toute la maison. « Intrusion dans le secteur 4 », annonça une voix automatisée. « Tout le personnel, activez le protocole de confinement. » Mademoiselle Thomas jaillit de la salle de bain en robe de chambre, les cheveux encore dégoulinants. « Sous le lit !» ordonna-t-elle aux enfants. « Maintenant !» Avant qu'ils ne puissent bouger, la porte de la chambre vola en éclats. 3 hommes armés en tenue tactique firent irruption, le visage dissimulé derrière des cagoules. « Où est le téléphone ?» demanda le chef, son accent marqué et de robe de l'Est. Mademoiselle Thomas se plaça protectrice devant les enfants. « Quel téléphone? Qui êtes-vous » L'homme la frappa avec son arme,
la faisant s'effondrer sur le sol. « Je ne demande pas 2 fois », cracha-t-il en se tournant vers les enfants. « Où est le téléphone de Natalia ?» Olivier resta figé, mais Lucie avança, le visage jeune mais défiant. « Nous ne savons pas de quoi vous parlez, » dit-elle en signant subtilement à Olivier derrière son dos. « Arc-en-ciel, arc-en-ciel maximum. » Olivier comprit immédiatement. Leur pire scénario venait de se produire. Ses yeux se tournèrent vers la grille d'aération où sa boîte métallique était cachée, puis de nouveau vers les intrus. Le chef a remarqué l'échange. « Le garçon sait, » dit-il à ses complices. « Fouillez la pièce. Détroussez-la si nécessaire. » Alors que 2 hommes commençaient à saccager la chambre, le chef saisit le bras de Lucie. « Tu vas nous dire ce que tu sais, sinon ton ami en subira les conséquences. » Les yeux de Lucie brillaient d'un courage bien au-delà de ses 8 ans. « Il ne peut pas vous entendre, idiot. Il est sourd, nu. » Les yeux de l'homme se plissèrent dangereusement. « Mais il peut ressentir la douleur. » Non, les enfants guérissent vite d'un doigt cassé. Avant qu'il ne puisse mettre sa menace à exécution, un bruit inattendu interrompit la scène. Des rires. Olivier riait silencieusement, ses petites épaules tremblant d'un apparent amusement. Le chef le regarda, confus. « Qu'est-ce qui est drôle, garçon? » Olivier signa rapidement à Lucie, son visage illuminé d'un triomphe malicieux. Lucie traduisit en choisissant soigneusement ses mots. Il dit « Vous êtes trop tard. Le téléphone nous a déjà tout dit, et nous avons déjà prévenu papa. » L'expression du chef s'assombrit. Il parla rapidement en russe à ses compagnons qui abandonnèrent immédiatement la fouille de la chambre. « Nouveau plan, » annonça-t-il, saisissant les 2 enfants. « Vous venez avec nous. Assurance au cas où votre père aurait besoin d'incitation pour coopérer. » Mademoiselle Thomas bougea faiblement au sol, le sang s'écoulant de sa tempe. « Non, » gémit-elle. « Laissez-les tranquilles. » Le chef l'ignora, parlant dans sa radio. « Package sécurisé. Direction pointe d'extraction Alpha. » D'où. Alors qu'ils étaient emmenés dans les escaliers de service, Lucie et Olivier échangèrent des regards terrifiés. La situation avait dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé. Pourtant, même dans leur peur, une communication silencieuse se forma entre eux, un plan se dessinant sans mots. Olivier se laissa soudain tomber, s'effondrant sur le sol avec une démonstration convaincante de terreur et de confusion. Pendant que les hommes se concentraient pour le relever, Lucie saisit sa chance. Elle se libéra et courut, non pas loin du danger, mais vers lui, directement vers la cuisine, là où elle savait que le personnel serait rassemblé. « Ils emmènent Olivier !» cria Dury en franchissant la porte. Des hommes armés. La cuisine éclata dans le chaos. Jenkins attrapa un couteau à découper. Madame Peterson appuya sur un bouton de panique, caché sous le comptoir. Et Helena tira sa fille derrière elle, protectrice. À l'étage, les agents de la DIA, qui sécurisaient d'autres parties du manoir, répondirent à l'alarme, convergeant vers les escaliers de service où les kidnappeurs se retrouvèrent désormais pris entre les agents fédéraux au-dessus et le personnel en colère en dessous. Dans le complexe de montagne, l'équipe de Richard et Oley avait atteint le périmètre extérieur sans être détectée. Alors qu'ils se préparaient à pénétrer dans l'entrée principale, le téléphone de Richard vibra avec une alerte d'urgence du système de sécurité du manoir. « Quelque chose ne va pas à la maison », murmura-t-il à Oley avec urgence. L'agent consulta son propre appareil. « Situation de prise d'otage », confirma-t-il sombrement. « Ils s'en prennent aux enfants. » Le visage de Richard se vida de son sang. C'était une diversion. Elle voulait m'éloigner de la maison. L'expression de Oley se durcit. Ou bien elle couvre ses arrières.
Si elle ne peut pas terminer son opération ici, elle utilisera votre fils comme levier. Une terrible compréhension se dessina sur le visage de Richard. Nous devons retourner là-bas. Négatif, répondit fermement Olay. L'équipe au domaine est parfaitement capable. Notre fenêtre d'opportunité ici se referme. Nous poursuivons comme prévu. Le conflit entre paternité et sécurité nationale se lisait sur les traits de Richard. Pendant tant d'années, il avait choisi son travail plutôt que son fils. Pas aujourd'hui. Je rentre, dit-il, en retirant son équipement tactique. Mon fils a plus besoin de moi que votre opération. Olay lui barra le passage. Si nous ne sécurisons pas cette installation maintenant, la menace ne s'arrête pas. Pensez plus grand qu'une seule famille, Dubois. La réponse de Richard fut froide et précise. Ma famille est tout ce qui compte. Trouvez-moi un transport pour rentrer au domaine, où je trouverai moi-même. Alors que les deux hommes se fixaient, une explosion secoua la montagne derrière eux. La séquence d'autodestruction du complexe venait de commencer. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un parent sacrifierait pour son enfant? Quel choix vous feriez si on vous forçait à décider entre sauver beaucoup ou sauver celui que vous aimez? Alors que Richard Dubois faisait face à ce choix impossible à des kilomètres de là, son fils et une fillette de 8 ans livraient leur propre bataille. Inférieurs en nombre, sous la menace des armes, mais refusant de se rendre. Les minutes qui suivraient allaient déterminer non seulement leur destin, mais peut-être celui de la cybersécurité mondiale pour des générations. Dans l'espace confiné des escaliers de service, les ravisseurs réalisèrent leur désavantage tactique. Les agents de la DIA descendirent d'en haut tandis que le personnel de cuisine bloquait la sortie en bas, armé d'armes improvisées et d'une colère juste. « Reculez ou le garçon meurt !» hurla le chef en tenant Olivier d'un bras tout en pointant son arme de l'autre. Olivier, pourtant, s'était préparé à ce moment. Dans le monde silencieux qu'il habitait, l'observation était tout. Il avait observé à maintes reprises l'instructeur d'autodéfense de Véronica à travers les fenêtres de la salle de sport. Avec une précision calculée, il se laissa complètement tomber, devenant un poids mort dans la prise de son ravisseur. Le décalage d'équilibre instantané suffit. Alors que le chef luttait pour maintenir sa prise, Jenkins chargea depuis le bas. Ses décennies de service militaire avant de devenir jardinier se lisaient dans ses mouvements rapides et décisifs. Le couteau qu'il maniait n'était pas fait pour le combat, mais son habileté le rendait redoutable. Le chef hurla lorsque la lame lui entailla le bras. Son arme tomba dans l'escalier. Dans la confusion, Olivier se libéra et se précipita vers les agents fédéraux qui avaient maintenant réduit la distance. Les autres kidnappeurs, voyant leur plan se désintégrer, tentèrent un dernier baroud d'honneur. Des coups de feu éclatèrent dans la cage d'escalier étroite. Madame Peterson plaqua Lucie au sol, protégeant l'enfant de son corps. Helena hurla le nom de sa fille, luttant contre un agent qui la retenait à l'écart du danger. Quand l'écho des tirs se tut enfin, un silence étrange tomba sur le domaine du bois. 2 ravisseurs gisaient blessés et maîtrisés. Le troisième, le chef, était mort. Le couteau de cuisine de Jenkins encore planté dans sa poitrine après une ultime lutte désespérée. Olivier était assis sur la dernière marche, apparemment calme malgré le chaos, bien que ses mains tremblassent légèrement. Lucie se dégagea de l'étreinte protectrice de Madame Peterson et courut vers lui, l'enlaçant d'un geste farouche qui n'avait besoin d'aucun mot dans aucune langue. « Tu as été si courageux », signa-t-elle quand elle se recula enfin. La réponse d'Olivier fut simple. « Toi aussi ». Dans l'installation de la montagne, la situation avait sombré dans le chaos. La séquence d'autodestruction avait déclenché une cascade de pannes dans tout le complexe. Le personnel scientifique fuyait vers les sorties de secours, tandis que l'équipe de sécurité de Véronica engageait les forces d'Olay dans une fusillade à travers les couloirs enfumés.
Richard, qui avait refusé de partir, malgré les ordres de Jolley, naviguait dans le labyrinthe du complexe avec une détermination monomaniaque. Sa cible n'était ni le matériel quantique, ni les données volées d'Oracle. C'était Veronica elle-même. Il la trouva dans le laboratoire central, supervisant le démontage précipité d'un prototype qui luisait d'une lumière bleue caractéristique des systèmes de refroidissement quantique. « Bonjour, Richard, » dit-elle sans se retourner, sentant sa présence. « Tu es plus tôt que prévu. Ton fils a dû se montrer plus débrouillard que je ne le pensais. »« C'est fini, Natalia, » répondit Richard, utilisant délibérément son vrai nom. « Le complexe est encerclé. Ton équipe au domaine a été neutralisée. Il n'y a plus aucun endroit où fuir. » Elle se retourna, et le calcul froid dans ses yeux fit réaliser à Richard qu'il ne l'avait jamais connu. « Il y a toujours un endroit pour fuir, Richard. » Elle désigna le prototype. « Et avec ça, j'aurai chaque gouvernement au monde m'offrant asile. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Richard, gagnant du temps en entendant l'équipe de Jolley approcher dans le couloir. « L'avenir, » répondit-elle simplement. « Un système quantique capable de casser n'importe quel chiffrement, sauf Oracle. Celui qui contrôle ces deux technologies contrôle le monde numérique. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Nous aurions pu le faire ensemble. Tu sais, tu n'as jamais apprécié la vraie valeur de ce que tu as créé. À quel prix? Torturer mon fils, trahir ma confiance, » exigea Richard. Quelque chose cligna dans ses yeux. Pas de remords, mais peut-être un regret d'opportunité tactique perdue. Olivier était un dommage collatéral, rien de personnel. Très personnel pour lui, dit Richard, d'une voix mortellement calme. Et moi? La porte du laboratoire explosa, alors qu'Jolley menait une équipe tactique dans la pièce. Natalia Petrova, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage, mise en danger d'enfants et une vingtaine d'autres chefs d'accusation que nous trierons plus tard. La main de Veronica se dirigea rapidement vers une poche dissimulée. Les agents se tendirent, armes levées. Mais ce qu'elle en sortit n'était pas une arme. C'était un petit détonateur à distance. « Je crains de ne pas pouvoir accepter cette invitation, » dit-elle calmement. « Ce complexe est piégé avec suffisamment d'explosifs pour faire s'effondrer toute la montagne. À moins que vous ne vouliez être enseveli sous des milliers de tonnes de roches, je vous suggère de me laisser partir avec mon prototype. » Un affrontement tendu s'ensuivit. Jolley signalant à son équipe de maintenir la position, tandis que Richard s'avançait vers la femme qu'il avait un jour aimée. « Tu ne le feras pas, » dit-il doucement. « Tu mourras aussi. » Le sourire de Veronica était glaçant. « Tu ne m'as jamais vraiment connu, n'est-ce pas, Richard? » Ce qui se passa ensuite se produisit si rapidement que les rapports ultérieurs contiendraient des récits contradictoires. Le pouce de Veronica se dirigea vers le bouton du détonateur juste au moment où Richard se précipita. Des coups de feu éclatèrent de multiples directions. Le prototype s'écrasa au sol, ses composants quantiques délicats se brisant. Et au milieu de tout cela, une seule balle fit mouche. Richard se mit à genoux près de Veronica, tandis que sa vie s'éteignait, le rouge fleurissant sur son manteau blanc de laboratoire. Ces derniers mots, chuchotés seulement à lui, le entraînèrent pendant des années. « Il a tes yeux, tu sais, j'ai presque regretté parfois. » Puis elle disparut, emportant son réseau de secrets avec elle. Le vol en hélicoptère de retour vers le domaine du bois se fit dans un silence épuisé. L'équipe d'Jolley avait sécurisé ce qui restait du complexe, mais la véritable victoire s'était produite loin du repère montagneux, dans un escalier de service, où 2 enfants et un personnel loyal avaient vaincu des agents entraînés grâce à leur courage et leur rapidité d'esprit. Alors que l'hélicoptère descendait sur la pelouse du domaine, Richard aperçut une petite silhouette à la fenêtre de la chambre d'Olivier.
Le visage de son fils, d'ordinaire si réservé, s'éclaira d'un sourire de pure joie à la vue du retour de son père. 3 heures plus tard, après les débriefings et les examens médicaux, Richard était assis dans la cuisine, avec Olivier, Lucie et Elena. Madame Peterson avait préparé du chocolat chaud, un repas réconfortant pour un foyer ayant vécu beaucoup trop d'émotions en une seule journée. Et maintenant, que se passe-t-il? Demanda Lucie, posant la question qui brûlait dans toutes les têtes. Richard regarda son fils, puis la petite fille qui avait tout changé simplement en pouvant communiquer avec lui. Il signa en parlant une nouvelle habitude qu'il était déterminé à maintenir. « Maintenant, nous guérissons, dit-il simplement. Et nous restons ensemble. » Les mains d'Olivier bougèrent en réponse. Lucie aussi, et sa mère. Richard regarda Elena, qui avait protégé les enfants avec la même dévotion farouche qu'elle montrait pour sa fille. Un lien s'était créé pendant la crise, quelque chose qui pourrait, avec le temps, devenir plus. Si elles le veulent, signa-t-il, cette maison pourrait accueillir plus de familles. Elena sourit en tendant la main de sa fille. « Nous aimerions ça, n'est-ce pas, Lucie ?» Lucie acquiesça avec enthousiasme, puis signa à Olivier. « Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait une fin heureuse. » La réponse d'Olivier fit monter les larmes aux yeux de Richard. Pas une fin, un commencement. Un mois plus tard, le domaine du bois s'était transformé. L'atmosphère froide et musée-like avait laissé place à une maison chaleureuse et vivante. La sécurité restait stricte, mais les rires résonnaient dans des pièces qui n'avaient connu que le silence auparavant. Richard avait pris un congé de Blacknet pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Construire une relation avec son fils et créer une nouvelle famille avec Elena, Lucie et le personnel loyal qui était devenu bien plus que de simples employés. Le projet Oracle se poursuivait sous une nouvelle direction, avec une sécurité renforcée et des directives éthiques. La tentative de vol avait finalement renforcé, plutôt qu'affaibli, le potentiel de la technologie à protéger la vie privée numérique dans le monde entier. Et chaque soir, dans le jardin où tout avait commencé, Lucie enseignait la langue des signes à l'ensemble du personnel, Olivier servant fièrement d'assistant. Le petit garçon qui se cachait autrefois sous les tables se tenait désormais droit, entouré de personnes qui non seulement l'entendaient, mais l'écoutaient vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé si les héros pouvaient avoir toutes les tailles? Si parfois les plus petites voix disent les vérités les plus importantes? À la fin, ce n'était ni la technologie à milliards, ni les agents gouvernementaux qui avaient sauvé la situation. C'étaient 2 enfants qui avaient refusé de se taire, qui avaient construit un pont de compréhension là où les adultes avaient échoué. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon. Parfois, pour résoudre nos plus grands problèmes, il suffit d'écouter nos plus petites voix. Dans le silence du monde d'Olivier et la sagesse du cœur de Lucie, ils avaient trouvé quelque chose de plus puissant que n'importe quel chiffrement quantique, le code incassable de l'amitié, du courage et de l'amour.